En admettant que je puisse créer une forêt aussi dense, ce qui déjà est un challenge, le temps de rendu, ce serait des jours et des jours. Le point négatif de cette application, c'est qu'elle marche une fois sur deux. Après, le bilan un petit peu professionnel, on va parler de choses un petit peu plus détentes. Quand on fait une modélisation, on se lance pas comme ça dans la modélisation. Hello, j'espère que votre été s'est bien passé. On va commencer le vlog là où je l'avais terminé au mois de juin en parlant de Stranger Things. Les deux derniers épisodes de la saison 4 sont sortis et vus. Je les ai vraiment adorés, je trouve que cette saison 4 elle est très réussie. J'ai hâte de voir la saison 5 et comment va se conclure la série. Vous en doutez, l'été c'est un petit peu plus calme. Moi je vois vraiment ça comme l'opportunité de me concentrer sur tous les autres sujets sur lesquels j'ai pas le temps de me concentrer pendant mes prestations, donc c'est-à-dire avancer sur mes projets perso et pouvoir me concentrer au maximum dessus, pouvoir me former vraiment à fond sur des sujets, pouvoir passer des journées entières à me former plutôt que 2-3 heures par-ci par-là. Et aussi c'est l'occasion l'été de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, puisque j'ai lancé ma freelance au mois de septembre et au mois de septembre je vais fêter mon 3e anniversaire de freelance et aussi mon premier anniversaire en full freelance, donc en tant que freelance à plein temps. Vu que mes 2 premières années j'étais étudiante et j'ai pas vraiment fait de bilan parce que c'était pas vraiment ma priorité de développer ma freelance. Ma priorité c'était d'avoir mon master. Pour ces raisons j'ai décidé de faire un vlog qui va condenser les mois de juillet et d'août et de vous prendre avec moi dans les formations et mon bilan annuel. Fin juillet, je vous ai proposé une petite foire aux questions. Un grand merci à celles et ceux qui m'ont posé des questions. Donc l'idée, ça va être de saupoudrer ces réponses aux questions au fil du vlog. Donc le vlog reste dans l'ordre chronologique, sauf pour la FAQ, où en fait je tourne tout ça le même jour ou presque. On va passer à la première question. J'ai commencé par faire un DUT des métiers du multimédia avec l'internet qui dure 2 ans. L'objectif du DUT MMI, c'est de nous apprendre un peu tous les métiers du multimédia. Donc on va avoir des cours de communication, des cours de développement web, des cours d'audiovisuel et on a un tout petit peu de cours de 3D. Après mon DUT MMI, vu que je l'ai fait en Nouvelle-Calédonie et que l'année scolaire est décalée, donc l'année scolaire elle va de février à décembre à peu près. En attendant la rentrée en métropole, puisque je voulais faire une licence en métropole, j'ai fait un service civique dans la valorisation du patrimoine en Nouvelle-Calédonie. Et une fois que j'ai fini mon service civique, je suis venue vivre à Paris où j'ai fait une licence professionnelle en 3D qui était spécialisée dans la valorisation du patrimoine. Et en parallèle de cette licence, j'étais apprentie au musée d'archéologie nationale. Et c'est donc cette année-là que j'ai découvert la 3D spécialisée pour le patrimoine ainsi que la photogrammétrie. Après ma licence, j'ai décidé de faire un master en animation 3D et j'ai aussi créé mon auto-entreprise Mirari 3D qui est donc spécialisée dans la valorisation du patrimoine ou valorisation historique comme on préfère. Je profite que l'été soit un peu plus calme pour me former. Je voulais commencer par une petite mise à jour sur Unreal Engine 5. J'ai utilisé Unreal Engine 4 quand j'étais à la fac pour créer une expérience en réalité virtuelle et faire de la création d'environnement. Avec le passage à Unreal Engine 5, il y a des petits changements dans l'interface et ça me semblait une bonne idée de me mettre à jour sur la création d'environnement, donc créer le terrain et faire par exemple une forêt. C'est des choses qu'on peut pas trop faire sur Blender, enfin qui sont très gourmandes sur Blender. Donc je voulais essayer de faire ça et je voulais essayer de faire un rendu vidéo parce que ça fonctionne pas tout à fait pareil que sur Blender. Ma petite mise à niveau s'est super bien passée, voici le rendu. Je suis assez satisfaite du rendu, la vidéo elle a pas pris beaucoup de temps à se créer, ça a pris à peine quelques minutes en comparaison sur Blender. En admettant que je puisse créer une forêt aussi dense, ce qui déjà est un challenge, le temps de rendu ce serait des jours et des jours par rapport à Unreal où ça a pris juste quelques minutes et ça c'est vraiment un point qui me semble assez positif et assez important et qui me conforte dans l'idée d'ajouter Unreal à mon process, c'est-à-dire faire mes créations 3D sur Blender puis de faire les rendus vidéo sur Unreal Engine. Pour filmer, j'utilise un Panasonic Lumix GX9 hybride qui a été acheté avec 3 objectifs, donc c'était un pack. Là, l'objectif que j'utilise, c'est un 25 mm fixe qui me permet d'avoir ce joli flou derrière moi. Et parfois, j'utilise celui-ci qui est un 12-32 mm qui permet pas en fait d'avoir un aussi bon flou. Sinon, quand je fais de la photo, j'utilise celui-ci qui est un 35-100 mm qui permet de faire de très belles photos de près. Mon avis sur l'appareil photo, en tant qu'appareil photo pour faire des photos de paysage, si vous aimez ça,
il est extra, je vous le conseille. Pour faire du vlog, je vous le conseille moins pour deux raisons. La première, c'est que l'ISO va pas très loin et du coup j'évite du bruit, je trouve, sur les photos et même sur les vidéos, donc je suis toujours obligée d'être dans des endroits assez lumineux. C'est vrai que ça m'arrivait de prendre des photos le soir dans des pièces qui n'étaient pas forcément très éclairées et j'avais énormément de bruit. L'autre point négatif, surtout quand on se filme pour faire des vlogs, c'est qu'il n'y a pas de retour écran. Alors le point entre guillemets positif, c'est que Lumix propose une application qui permet de contrôler l'appareil photo à distance et donc d'avoir le retour à distance. Donc là en fait j'ai le retour photo. Le point négatif de cette application, c'est qu'elle marche une fois sur deux. Là par exemple, quand j'ai voulu filmer, ça m'a pris 15 minutes pour réussir à connecter le téléphone à l'appareil, à la photo. Donc parfois ça se fait tout de suite et je peux tout de suite filmer, mais ça m'est déjà arrivé de me battre pendant 1 heure pour que ça fonctionne. Donc disons que l'application pourrait être bien si elle fonctionne. Ça c'est vraiment les deux points négatifs de l'appareil photo. En plus de l'appareil photo, je me suis aussi acheté de l'aide de ça pour les cas où il n'y a pas assez de luminosité, histoire qu'il n'y ait pas trop de bruit dans l'appareil. Pour le matériel, j'ai pas grand chose, j'ai un petit trépied pour mettre l'appareil photo et c'est pas besoin de beaucoup de matériel quand on fait du vlog. Pour monter les vidéos, j'utilise DaVinci Resolve qui est gratuit et qui est très bien si vous voulez apprendre le montage. Hier j'ai fait mon petit test Unreal versus Unreal Engine, voici les résultats. Non, vous ne rêvez pas, sur Blender ça a bien pris 6 heures contre 15 secondes pour Unreal Engine. Au quotidien, je m'organise avec Notion en utilisant des blocs de temps aux horaires bien définis. L'idée, c'est pas que ce soit non plus super rigide, mais c'est surtout d'avoir un modèle de base le vendredi soir pour quand j'organise la semaine suivante. Mes journées, elles s'organisent autour d'un objectif principal qui est séparé en 3 blocs de temps de 2 heures. Et autour de ça, il y a d'autres petits blocs de temps qui vont s'immiscer. Cette façon de faire, elle s'inspire à la fois de la méthode Pomodoro et du Deep Work, puisque la méthode Pomodoro, ça consiste à séparer une session de travail de 2 heures en mini-sessions de 25 minutes. Alors, moi, je ne m'organise pas en mini-session de 25 minutes avec une pause de 5 minutes. J'essaye surtout de définir chaque étape de cette session de 2 heures, et si j'ai besoin de faire une pause de 5 minutes, je me fais une pause de 5 minutes. Ça, je le fais 3 fois dans la journée. J'ai 2 sessions le matin et une en fin de journée parce que c'est les moments de la journée où j'estime être le plus productive. Et donc les moments de la journée où je suis moins productive, j'ai d'autres tâches. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant dans ma journée type. Ma journée type, elle commence vers 7 heures à peu près. Ça peut commencer plus tard si j'ai mal dormi, par exemple. Je me prépare, j'essaye de passer un petit peu de temps à lire des livres de développement personnel. Et je prends aussi quelques minutes pour remplir mon petit carnet qui s'appelle 50 réflexions où tous les jours j'ai une question à remplir. Une fois que j'ai fait ça, je commence ma première session de travail qui dure de 8h à 10h. De 10h à 11h, j'ai ma pause communication. Ça consiste à lire tous mes mails parce que généralement à 10h, tous les mails que je suis censée recevoir, je les ai reçus. Avant, je le faisais à 9h, mais j'ai remarqué que je reçois beaucoup de mails entre 9h et 10h. Je l'ai passé à 10h. Une fois que j'ai lu et que j'ai répondu aux mails auxquels je suis censée répondre, je lis un article de blog autour de l'entrepreneuriat. Donc ça peut être au niveau des relations clients, des conseils pour gérer sa freelance, son organisation, les nouveautés qu'on peut avoir au niveau légal quand on est freelance. L'idée c'est voilà, de rester à jour sur tout ce qui se passe quand on est freelance et de travailler un peu ma réflexion aussi en tant qu'entrepreneur. Ensuite, une fois que j'ai lu mon petit article de blog, je fais de la veille. Je commence par faire de la veille plutôt côté historique, archéologique, au niveau des futures expositions, des expositions qui sont en cours. L'idée c'est voilà, de savoir un peu ce qui se passe en ce moment au niveau de la culture. Et ensuite, je fais de la veille au niveau de la 3D. L'idée c'est de travailler mon œil au niveau artistique pour voilà, continuer de voir ce que font les autres, ce que j'apprécie moi et de mettre de côté les choses que j'apprécie pour m'en inspirer au cours de mes missions ou de mes projets perso. Une fois que j'ai fini ça, je passe aux réseaux sociaux. Donc je fais un petit tour sur Instagram et LinkedIn. Je regarde les posts, les commentaires, ce qui se passe sur mon réseau d'entrepreneurs globalement. Généralement, quand j'ai fait tout ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il est à peu près 11h. De 11h à 13h, c'est ma deuxième session de travail. Donc je coupe mon téléphone, je coupe les mails, je retourne travailler. À 13h,
j'ai faim, donc je mange, je fais ma petite pause midi, j'en profite pour regarder une petite série et me détendre un petit peu. Généralement après manger, de 14 à 15 heures, je suis pas très productive mais je suis pas complètement inactive non plus. Donc je fais des petites tâches qui me prennent entre 5 et 30 minutes. Ça peut être des tâches professionnelles comme remplir un devis, remplir tout ce qui est administratif et qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Et ça peut aussi être personnel si j'ai une petite course à faire, un rendez-vous perso. J'essaye de caler ça généralement entre 14 et 15 heures. Voire entre 14 et 16 heures, ça dépend. Entre 15h et 16h, j'essaye de faire un petit peu de sport. En ce moment, je le fais pas parce que entre 15h et 16h, il fait beaucoup trop chaud et du coup, j'ai la flemme. Mais généralement, j'essaye de faire ça. On verra en septembre si j'ai repris. Et si je le fais pas, soit je passe plus de temps sur les petites tâches que j'ai à faire, soit je commence le bloc-temps suivant. Le bloc-temps suivant qui consiste à avancer sur mes projets perso. J'essaye d'avoir un projet perso de 3D par semaine. Le premier but, c'est de me faire un peu un set de 3D que je peux réutiliser dans mes projets et donc de gagner du temps finalement sur mes futures missions en essayant d'imaginer ce dont je pourrais avoir besoin. Et le second, c'est de modéliser des choses que j'ai pas encore eu besoin de modéliser. Ça peut être pour savoir comment faire si j'ai à le faire. Par exemple, j'avais essayé de modéliser des bijoux pour déjà avoir dans ma tête la méthode pour modéliser des bijoux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on me demande de modéliser une bague ou un collier, je sais comment faire, je ne vais pas passer du temps à expérimenter et à réfléchir. Et ça peut aussi me permettre de donner des idées à mes clients s'ils veulent faire un projet de 3D ou s'ils ont un objet dans leur collection qui ressemble à ce que je viens de faire. Et c'est aussi pour agrémenter mes réseaux sociaux. Alors ce bloc de temps pour les projets perso, il est un peu nouveau, donc c'est encore en phase de test. Jusqu'à présent, mes projets perso, je les mettais sur les blocs de temps principaux. On va voir si ça me convient mieux. Ce qui m'embêtait avec le fait de mettre ça sur mes blocs de temps principaux, c'était que en fait, j'allais beaucoup avancer le même jour et du coup, je pouvais pas vous montrer étape par étape mon avancement. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve assez intéressant de vous montrer. À ce moment-là, il est à peu près 17h. C'est le moment où ma productivité elle remonte, donc j'entame ma dernière session de travail de 2 heures. Et une fois que cette session de travail est finie, il est à peu près 19h. Je vérifie tout ce qui a été fait dans la journée, ce qui n'a pas été fait, pour pouvoir faire des ajustements sur les jours qui suivent. Je préfère faire ça le soir parce que c'est encore frais dans ma tête et ça me permet de me réveiller le matin en sachant ce qui m'attend. Une fois que tout ça c'est fait, ma journée est finie, je peux fermer l'ordinateur et me détendre. Depuis le lycée, le mois de juillet, c'est un mois de bilan. Je me demandais principalement ce qui était ok dans mon organisation et ce qu'il fallait corriger pour l'année scolaire suivante. J'ai gardé cette organisation quand je me suis mise à mon compte avec Mirari 3D. Le bilan est évidemment plus poussé, c'est un bilan de mon année. Au mois d'août, je mets en place les actions ou stratégies en fonction des conclusions de ce bilan. Je fais aussi un bilan en décembre, mais il est plus perso et plus rapide parce que le mois de décembre, pour moi, c'est toujours un petit peu la course et j'ai moins le temps de me poser et de prendre du recul par rapport au mois de juillet-août qui sont un petit peu plus calmes. Mon bilan est fini, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. On va commencer par les objectifs que je m'étais fixés. Le premier, c'était de proposer un support pour les personnes souhaitant créer un projet numérique sans connaissance sur le sujet. Ça, c'est un objectif qui a été validé puisque j'ai créé un guide qui s'appelle Préparer son projet numérique. Une espèce de liste explicative de tout ce que vous devez faire avant de contacter un prestataire. Mon deuxième objectif, c'était de me faire des amis freelance. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis que j'étais à mon compte, donc depuis 3 ans, et j'ai vraiment eu du mal à rencontrer d'autres freelances. Au départ, j'étais chez Étudiants Pépites et j'ai rencontré finalement que des personnes qui créent leur start-up et on n'était vraiment pas dans le même système de pensée, dans la même façon d'envisager les choses. J'avais aussi rencontré des freelances dans un café, mais c'était que des personnes qui étaient en reconversion professionnelle et qui avaient 20 ans d'expérience professionnelle. Moi, j'étais étudiante et encore à ce moment-là, donc pareil, pas la même façon de penser. Et en mars de cette année, j'ai rejoint la communauté de Tapote Freelance qui m'a permis de rencontrer plein d'autres freelances où on a un peu plus la même approche des choses et ça fait vraiment du bien et je suis super heureuse de rencontrer d'autres freelances et de pouvoir échanger avec elles. Le troisième objectif que je m'étais fixé, ça c'était en septembre de l'année passée, c'était de mieux écrire. Je trouvais que ma syntaxe en fait de phrase était pas extraordinaire et que ça pouvait s'améliorer. Et ça c'est un objectif, alors je dirais qu'il est encore en cours de validation mais je suis plutôt contente de l'avancement que j'ai eu dans ma façon d'écrire. L'autre objectif que je m'étais fixé, c'était vivre confortablement de ma freelance et je m'étais mis un chiffre à atteindre. Alors, j'arrive à vivre de ma freelance, ça c'est le point qui est positif, mais j'ai pas atteint le chiffre que je m'étais fixé. Donc on va dire que l'objectif n'est pas vraiment atteint, donc j'espère que je vais l'atteindre l'année prochaine. Et ça me permet de faire une petite transition sur mes prochains objectifs. Pour l'année qui arrive, je ne me suis pas fixé d'objectifs professionnels autres que réussir à vivre confortablement de ma freelance et à la développer. Concernant mes objectifs perso, je me suis noté de revoir ma garde-robe parce que je me suis un petit peu lassée de mes vêtements que je porte depuis
depuis que je suis au lycée. Et maintenant j'ai 25 ans et j'ai envie de m'habiller autrement. Maintenant je vais vous parler un peu des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je poste principalement mes projets professionnels quand ils sont terminés, mes projets perso et de temps en temps je fais d'autres posts. Pour mes projets perso, au départ j'avais pas vraiment d'objectif de projet perso sur une certaine durée. Je voulais surtout voir combien de temps il prenait et aviser en fonction. Après 1 an à faire ça, et avec du recul, je dirais que pour un projet perso, c'est minimum 4 heures de travail, et ça peut aller jusqu'à une dizaine d'heures. Le problème avec ça, c'est que je peux pas poster des 3D tous les jours sur les réseaux sociaux, ou en tout cas pas des 3D finis. Maintenant, pour les réseaux sociaux en particulier, je voulais me concentrer sur Instagram au départ, parce que c'est le réseau sur lequel j'étais plus à l'aise, et aussi parce que c'est le réseau qui est le plus visuel, donc ça me semblait logique d'aller sur Instagram. Avec le recul, je dirais que Instagram, ça reste un bon réseau social quand on fait des choses qui sont visuelles, et je vais continuer de poster mes projets perso dessus, mais je vais plus me concentrer sur cela parce que mon client cible en fait n'est pas dessus. Donc je vais moins poster sur Instagram, je vais pas avoir un calendrier éditorial avec vraiment des grosses exigences comme j'ai fait cette année. Concernant Facebook, j'ai les résultats attendus, c'est-à-dire que je voulais poster pour tenir un peu ma famille informée de ce que je fais, et ça suffit. Concernant YouTube, pour l'instant je poste que des vlogs et c'est un petit peu tôt pour dire si le fait de poster sur YouTube ça apporte quelque chose à mon travail. Mon attention sur les réseaux sociaux cette année, ça va être de me concentrer sur LinkedIn comme je m'étais concentrée sur Instagram, parce que j'ai l'impression que je vais plus toucher les personnes avec lesquelles je veux travailler en postant sur LinkedIn. J'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais poster concrètement. Je vais me former un petit peu, voir ce qui se fait, et je verrai courant août ce que je vais faire et lister toutes mes idées de post. Par rapport à Instagram, je pense que je vais me contenter de poster mes projets perso quand ils seront finis, mais je vais plus avoir un calendrier éditorial avec des dates à me dire faut que je poste telle chose à telle heure, tel jour. Je posterai quand ce sera fini. Sur Facebook, pas de changement. Concernant YouTube, je pense poster des vidéos un peu tuto de mes projets perso pour montrer comment je travaille et dans quel ordre se font les choses. Par rapport à mes prestations cette année, je suis assez satisfaite quand je fais le bilan de mes prestations parce que j'ai travaillé avec de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié de travailler, et j'espère que je vais être amenée à retravailler avec elles parce que j'ai trouvé ça très agréable. Et pareil, les projets sur lesquels j'ai travaillé, je les ai tous trouvés aussi très agréables. Après le bilan un petit peu professionnel, on va parler de choses un petit peu plus détentes. On va parler séries, films, livres et jeux vidéo. On va commencer par les séries qui m'ont marqué cette année. On a Arcane qui m'a marqué parce que j'ai adoré la direction artistique. Je trouvais l'histoire sympa, même si c'est pas les choses que je regarde forcément habituellement, mais j'ai bien aimé. Une autre série qui m'a marqué, c'est Les Monstres Cracovie, qui est, je crois, une série polonaise, une série un peu d'horreur. Je trouve ça assez sympa, j'aime bien regarder des séries qui sont ni françaises ni américaines, parce que c'est vrai qu'il y a des propositions et des approches qui sont différentes, et je trouve ça assez intéressant. Et en autre série qui est sortie assez récemment, on a Les Sermons de minuit, que j'ai adoré. Je suis hyper fan du réalisateur qui a aussi fait les séries Until of Hill House et Until of Bly Manor, que j'ai adoré. Pareil, cette série-là, je l'ai adorée. La direction artistique est géniale, le cadre, il trouve toujours des plans très pertinents et l'histoire est super sympa. Si vous aimez les séries d'horreur, vraiment, je vous la conseille. Pour série que j'ai moins aimé cette année, je mettrai Beaton, que j'ai essayé de regarder et j'ai détesté. Pour résumer rapidement, c'est une série avec des loups-garous. Moi, je m'attendais à un esprit un peu Teen Wolf, qui est aussi une série avec des loups-garous que j'ai regardé quand j'étais ado. Et du coup, je m'attendais à retrouver un peu cet esprit Teen Wolf, mais plus adulte, parce que se passe au lycée, et là on suit des personnages qui ont plutôt la trentaine. Et au final, alors oui, c'est un peu plus adulte, mais en fait c'est surtout plus adulte parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Et j'ai trouvé ça vraiment pas ouf, ça m'a un peu saoulée, donc j'ai regardé quelques épisodes et j'ai vite arrêté. Par rapport aux films qui m'ont marqué, on a Don't Look Up, que j'ai adoré. Il y a eu Adieu les cons, The Batman, encore une fois la direction artistique. Les films avec la direction artistique qui est au top, vraiment moi ça me marque beaucoup. Et j'ai découvert le dessin animé Atlantide que j'avais pas vu quand j'étais enfant, et j'ai adoré, j'ai trouvé super sympa. Je trouve que le mythe de l'Atlantide est super intéressant. C'est pas la première fois que je regardais un film, une série ou quelque chose comme ça qui en parlait, et je trouve ça super intéressant. Et j'ai pas aimé, c'était Slenderman. Alors j'ai joué au jeu vidéo Slenderman, j'ai pas tout crié sur ce jeu là. Par contre j'ai regardé les films et je l'ai trouvé très creux et très nul, et en fait je me suis ennuyée, j'ai même pas eu peur quand j'ai regardé. Donc maintenant parlons lecture. Alors il y a 3 lectures on va dire qui m'ont marqué, enfin surtout 2. Là je recommence à lire Les Fruits Basket que j'ai lu quand j'étais ado et j'avais envie de me les relire. C'est un peu mon manga good vibes que j'aime bien lire. J'ai aussi lu Comment se faire des amis, c'est un peu le livre de dev perso que tout le monde conseille, donc je me suis dit si tout le monde le conseille c'est qu'il doit être bien, donc autant le lire. En résumé je dirais que c'est un livre qui
ouvre des portes ouvertes et en même temps c'est des trucs qu'on fait pas. Et vraiment je lisais le livre et je me disais mais c'est évident qu'il faut faire ça pour que les gens apprécient et que ça se passe bien avec eux. Et en même temps j'ai plein de situations où les gens ne font pas du tout ce qui est écrit. C'est vraiment voilà l'effet que m'a fait ce bouquin. Et du coup je l'ai adoré. Le livre que j'ai adoré qui a beaucoup participé à mon objectif mieux écrire, qui est le titre du copywriting qui est tout le temps à côté de moi et qui est grand, qui est post-it. Ça m'a vraiment aidé à mieux structurer ce que j'écris. Maintenant, on va parler jeux vidéo. Alors, je pense que vous vous en doutez au vu de mon travail, je joue énormément aux jeux vidéo. Je n'ai pas échappé à la mode d'Animal Crossing que je me suis acheté l'année passée. Comme tout le monde, j'ai adoré, même si je regrette certaines propositions qui auraient pu être faites dans le jeu qui n'ont pas été faites. Un autre jeu Switch auquel j'ai joué et que j'ai beaucoup aimé, c'est Strange Agriculture. C'est un jeu dans lequel on tient un magasin d'herboristerie médicinale globalement. Et il y a un petit côté magie, sorcellerie, avec aussi une partie enquête et réflexion que je trouve super sympa. Concernant les jeux PC, j'ai fini Horizon Zero Dawn en début d'année et j'ai adoré. Le jeu est magnifique, l'histoire elle est géniale et en plus elle pousse un petit peu à réfléchir parce que l'histoire elle se situe dans le futur mais dans un futur très lointain où l'humanité telle qu'on la connaît a un petit peu causé à sa perte et on apprend pourquoi au fil de l'histoire. Et je trouve qu'il y a vraiment toute une réflexion sur l'écologie et sur finalement nous en tant qu'humains qui causons un peu à notre propre perte et j'ai adoré le jeu. En ce moment, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Odyssey. J'ai fini la partie historique, je fais les missions secondaires et les missions du DLC. Pour la partie histoire, j'ai trouvé très sympa. Le seul point négatif que je donnerais, c'est que sur clavier, c'est pas terrible. Enfin, j'ai trouvé que le gameplay était pas terrible sur clavier. En fait, le personnage avait tendance à pas faire ce que je voulais quand j'étais sur clavier. Du coup, c'est un des rares jeux PC avec lesquels je joue sur manette. Sur manette, par contre, ça se passe très très bien et j'ai aucun souci. Je râle beaucoup moins en me disant mince, mon personnage a sauté dans la falaise au lieu de monter en haut parce que ça m'arrivait tout le temps sur clavier. Sinon, j'ai trouvé le jeu super sympa. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages. On a aussi un petit côté historique forcément et je trouve ça super agréable de se balader dans la Grèce antique, bien évidemment. Ce que je préfère faire en 3D, c'est la modélisation, évidemment, c'est la partie que beaucoup préfèrent. J'aime aussi énormément en fait à la fin de mes prestations quand j'ai la composition un petit peu à faire. Donc, par exemple, je dois modéliser une salle avec des meubles. J'aime beaucoup la partie où en fait j'intègre toutes les modélisations dans la pièce et je fais vraiment la composition finale. Ça, c'est une partie que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment le boulot n'est pas encore tout à fait fini, mais on commence vraiment à voir les résultats et j'adore cette partie-là. Pour ce que j'aime le moins, je dirais que c'est les effets spéciaux type cinéma. J'en ai fait un petit peu quand j'étais à l'école, par contre niveau professionnel j'ai pas encore eu besoin d'en faire. Je pense que ce serait de faire des insectes. Alors faire des insectes stylisés ou faire des coccinelles et des papillons, ça me gênerait pas trop. Par contre, si on me demande de faire une araignée photoréaliste, c'est probable que je refuse parce que j'ai une grosse phobie des insectes. Et il faut savoir que quand on fait une modélisation, on se lance pas comme ça dans la modélisation. D'abord, on va chercher des références. Ça veut dire que si demain on me demande de modéliser une araignée photoréaliste et de l'animer, je vais devoir aller regarder des photos d'araignées pour avoir une vision en 360 de la bête et des vidéos pour voir comment elle marche et pouvoir refaire tout ça. Vu que j'ai une grosse phobie des insectes, je pense que je refuserai parce que j'aurais vraiment trop peur. Aujourd'hui, je suis à la Felicita pour faire une journée de coworking avec la team Tapote Freelance. Le premier, ce serait de regarder surtout la partie légale, les choses obligatoires, parce que c'est vrai qu'on a un statut qui est allégé au niveau légal dans les choses à faire. Pour autant, il existe quand même et il y a des choses qui tombent pas sous le sens, donc il faut quand même se renseigner un petit peu avant. La deuxième chose que je conseillerais à côté de cette partie légale, c'est de se lancer et d'y aller, parce que quand on est en freelance, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'y aller et c'est de se lancer. On peut suivre toutes les formations qu'on veut, lire toutes les choses qu'on veut, ça va pas vraiment nous préparer finalement, enfin ça va nous donner des outils, mais par exemple, je vous déconseillerais de payer une formation sur un réseau social parce que vous voulez communiquer dessus. C'est très probable que vous arriviez sur le réseau social et qu'au bout de quelques mois, vous vous rendiez compte que votre cible n'est pas sur le réseau. Et ça, c'est des choses qui arrivent parce que votre cible n'est pas forcément sur le réseau sur lequel vous allez communiquer. Et ça, tant que vous n'avez pas essayé de poster un peu pendant quelques temps, vous risquez pas de le savoir. Et il y a plein d'exemples comme ça où en fait le meilleur moyen, c'est d'abord de tester par vous-même et après, si vous ressentez le besoin de vous former, dans ce cas-là, de vous former. Le troisième conseil que je donnerais, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément 10 ans d'expérience pour être un bon freelance. Quelque chose qu'on m'a dit quand j'ai fini mon master, j'ai quelques profs qui m'ont dit que je devrais arrêter ma freelance alors que ça faisait déjà 2 ans que j'étais en freelance, me lancer en CDI pour me faire de l'expérience
freelance et remettre ma freelance après, et je trouvais ça vraiment dommage en fait de me dire ça, parce qu'il me disait ça un peu avec l'idée que j'allais me faire mon réseau en étant en CDI, mais finalement mon réseau en fait je me le fais aussi en étant freelance. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 10 ans d'expérience professionnelle. Si vous avez envie de vous lancer tout de suite, lancez-vous tout de suite. Vous allez peut-être plus galérer et prendre un peu plus de temps à faire votre réseau, mais le résultat sera le même finalement. Si vous voulez vous mettre en freelance, regardez la partie légale et lancez-vous. Le mois d'août est presque terminé, j'ai bien avancé sur le montage aujourd'hui et demain j'ai rendez-vous avec un client pour voir le résultat de notre collaboration, à savoir qu'on a travaillé ensemble l'année passée, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat de cette collaboration. La réunion d'hier s'est bien passée, je suis contente d'avoir vu le résultat de cette collaboration que je ne vous avais pas présentée. Pour résumer, l'idée de mon client c'est de faire des visites guidées avec la réalité virtuelle des lieux connus. Donc en fait on fait la visite en extérieur et par moment on met le casque de réalité virtuelle pour découvrir le lieu tel qu'il était à une certaine époque. Sa première visite virtuelle c'est sur la Tour Eiffel et donc elle s'est passée sur le Champ de Mars. Donc on a marché sur tout le Champ de Mars. Par moment on s'est arrêté sur le Champ de Mars pour découvrir l'évolution des travaux de la Tour Eiffel en mettant le casque de réalité virtuelle. Je trouve ça super intéressant comme idée parce qu'habituellement les expériences en réalité virtuelle se font en intérieur et celle-ci a la particularité de se faire en extérieur et on marche, on n'est pas fixe à regarder ce qui se passe. On marche de point clé en point clé. Alors c'est sûr que quand on a la tête dans le casque, on ne marche pas. Mais je trouve ça vraiment très intéressant et très innovant comme proposition. Je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez réserver. J'espère que votre été s'est bien passé. On se retrouve au mois d'octobre pour le vlog du mois de septembre et peut-être pour quelques vidéos tuto au mois de septembre.